Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit? Moi, je n'en dis rien du tout. Que la créativité, elle reste du côté de l'humain. Parlez-moi d'IA, présenté par Serge Abitboul. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, je suis au micro pour l'animation de cette émission. Bon, je suis toujours un peu en rodage, alors continuez à être tolérants. Aujourd'hui, on va parler de Computational Learning Science. Désolé, c'est de l'anglais. On va demander à notre invité ce que ça veut dire. Notre invité est justement une spécialiste du domaine, Chloé Mercier. Elle a récemment soutenu une thèse en informatique à l'Université de Bordeaux dans une équipe INRIA en partenariat avec un labo de sciences de l'éducation. Elle est maintenant chercheuse. Alors, accordez-vous 30 minutes pour interroger une nouvelle fois ce que provoque l'éruption de l'intelligence artificielle dans nos vies, d'un point de vue social, culturel, éthique, technique, politique et tout. Cause Commune, 93.1 FM. Vous êtes bien sur Cause Commune, la voix des communs, la voix des possibles. Vous nous écoutez sur le web, cause-commune au singulier.fm et sur son app mobile, sur la bande FM à Paris, sur 93.1 et sur le DAB+, en podcast sur votre plateforme préférée. Chers auditoristes, si vous appréciez Parlez-moi d'IA, vous pouvez nous aider en likant et en partageant notre émission. Cela nous fait connaître car ça manipule les algorithmes et... C'est cool de manipuler un algorithme. Vous écoutez Parlez-moi d'IA. Je connais Chloé, même si nous rencontrons pour la première fois in real life, parce qu'elle est comme moi éditrice du blog Binaire. Petite page de pub, le blog Binaire sur le site du magazine La Recherche est ce qui se fait de mieux pour parler du numérique et de la recherche en informatique, de tous les objets, les sujets sociétaux mettant en jeu le numérique. Mais Chloé n'est pas ici pour nous parler du blog Binaire, mais pour nous parler d'intelligence artificielle et de neurosciences cognitives dans le contexte des sciences de l'éducation. Alors, en voiture avec Chloé Mercier, qui est chercheuse à l'INRIA. Bonjour Chloé. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio pour l'émission Parlez-moi d'IA. Peux-tu nous dire rapidement quel est le parcours qui t'a conduit à une thèse en informatique et d'où tu viens ? Oui, donc à l'origine, je savais pas forcément trop vers quoi m'orienter quand j'étais au collège et même au lycée. J'ai toujours aimé les sciences et j'avais mes deux parents qui étaient professeurs, prof de maths d'un côté et prof de français de l'autre, donc j'ai toujours été un petit peu entre ces deux disciplines. Et j'avais pas vraiment envie de choisir puisque j'aimais vraiment autant les sciences que les matières plutôt littéraires. Et donc j'ai essayé de faire en sorte de choisir le plus tard possible dans ma formation. Donc en choisissant toujours la voie la plus généraliste. À l'époque, le plus généraliste au lycée, c'était de faire plutôt une filière scientifique. Donc c'est ce que j'ai fait. Et bon, de toute façon, ça m'a beaucoup plu. J'aimais bien ce qu'on apprenait en filière scientifique. Et ensuite, je me suis dirigée vers une prépa, toujours scientifique, pour ensuite faire une école d'ingénieur. Et donc, à ce moment-là, j'avais déjà un peu envie de me diriger vers la recherche, mais je ne savais pas forcément trop ce que c'était. Le fait de faire une école d'ingénieur m'a aussi permis de voir un petit peu ce que c'était que le secteur privé que je ne connaissais pas. Mais donc après cette école d'ingénieur, j'ai quand même voulu me rediriger vers la recherche. Et alors, pour le choix de la spécialité, ça a été l'informatique de façon assez naturelle parce que donc, j'ai découvert l'informatique en prépa. Je connaissais pas vraiment avant. Enfin, je me doutais que ça avait quelque chose en lien avec les ordinateurs. Mais finalement, j'ai vraiment découvert ce que c'était en prépa. Et en fait, l'informatique, c'est un petit peu plus large que juste le fonctionnement des ordinateurs. C'est la science qui étudie le traitement de l'information. Et en fait, ça, c'est génial parce que le traitement de l'information, ça s'applique à tout. Donc, pour éviter de choisir, j'ai choisi l'informatique parce que voilà, c'était le domaine qui me paraissait le plus transversal et qui permettait d'aborder un peu toutes les disciplines sous cet angle du traitement de l'information. Donc, de faire en même temps des sciences et des matières plus littéraires, c'est ça ? Exactement, voilà. Bon, bah ça, c'est génial, évidemment. Alors maintenant, on va zoomer un peu sur ton travail de thèse. Mais avant même d'arriver à ta thèse, le domaine dans lequel tu te situes, c'est un domaine qui est à la frontière entre les sciences de l'éducation, les neurosciences cognitives, l'informatique, tout ça, c'est compliqué. J'ai retenu un terme, Computational Learning Science. Tu peux nous dire en quoi ça consiste ? Oui, alors donc c'est en plusieurs parties, on va dire en deux parties. Computational d'une part et Learning Science d'autre part.
Donc, learning science ici, ça signifie science de l'apprentissage et apprentissage, apprendre dans le sens de l'apprentissage humain. Donc, ça étudie la façon dont les humains apprennent. En français, souvent, on parle de science de l'éducation, mais éducation, c'est un terme qui peut être un petit peu ambigu. Et puis, par exemple, en France, on a le ministère de l'Éducation nationale qui s'intéresse à l'enseignement, à la pédagogie et la façon dont les élèves apprennent, mais d'un autre côté, on a aussi un courant qui consiste à dire que l'école est plutôt là pour l'instruction plutôt que l'éducation. Donc le problème avec éducation, c'est aussi qu'on ne se centre pas tout à fait sur l'apprenant lui-même. Et donc l'intérêt de dire science de l'apprentissage, c'est que là, on recentre vraiment le sujet d'étude sur l'apprenant. Donc ça, c'est pour science de l'apprentissage, learning science. Et la première partie, c'était computational. Donc computational, alors en français, on peut traduire par computationnel, c'est un petit peu un anglicisme. On peut dire aussi informatique, tout simplement. Donc en fait, ça signifie appliquer des méthodes qui viennent de l'informatique au champ des sciences de l'éducation ou de l'apprentissage. Alors appliquer des méthodes informatiques, ça veut dire quoi ? En fait, il y a plusieurs angles. Il y a d'une part utiliser l'informatique pour expliquer des phénomènes, et donc en fait représenter des processus, par exemple les mécanismes d'apprentissage, en utilisant des algorithmes pour expliquer comment est-ce qu'on apprend. Mais il y a aussi le fait d'utiliser des méthodes informatiques comme outils d'analyse, donc par exemple récolter des données sur la façon dont les enfants apprennent, et ensuite analyser ces données en utilisant des méthodes informatiques. Donc voilà, c'est un peu ces deux angles-là. Bien, alors là, on a compris où tu te situes, et maintenant, on va zoomer, et tu vas nous raconter ce que tu as fait pendant ta thèse. Alors, pendant ma thèse, donc, c'était une thèse, comme tu l'as dit, qui était en partenariat avec un laboratoire de sciences de l'éducation à Nice. Et en fait, ce laboratoire a développé une tâche qui s'appelle la tâche Créacube. Et le but de cette tâche, donc, c'est d'assembler des cubes qui sont robotiques, mais ça, on ne le dit pas, pour construire un véhicule qui se déplace tout seul. Donc ça, c'est ce qu'on dit aux gens à qui on présente la tâche. Tu dois construire un véhicule composé de 4 pièces qui se déplacent tout seul d'un point à un autre. Et donc, on présente les cubes au sujet qui doit réaliser la tâche. Et donc, en fait, le sujet va essayer d'explorer un peu les cubes pour comprendre comment ça marche et comment est-ce qu'il peut construire un véhicule à partir de ça. Donc, en fait, la compétence qu'on veut étudier à travers cette tâche, c'est la résolution de problèmes, et en particulier ici, la résolution créative de problèmes, parce que c'est un problème qui est un petit peu particulier. Déjà, c'est un problème qui est mal défini, on va dire. Donc, dans un problème, dans le cadre classique de résolution de problèmes en informatique, on va distinguer un état initial, c'est là d'où on part pour résoudre le problème, et un état final, c'est ce qu'on doit obtenir, ou plusieurs états finaux. Et on sait que pour aller d'un état initial à un état final, on va sans doute devoir passer par plusieurs états intermédiaires. Et pour aller d'un état à un autre, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle des opérateurs. Ici, les opérateurs, ils ne sont pas connus à l'avance. En fait, on ne dit pas à la personne qui va réaliser la tâche comment est-ce qu'elle peut passer d'un état à un autre avec ses cubes. Donc en fait, c'est la personne qui doit trouver elle-même, en manipulant les cubes, qu'est-ce qu'elle peut faire avec ? Quelles sont les potentialités d'action qui sont offertes par les cubes. Donc par exemple, elle va chercher, peut-être qu'elle va trouver des roues, donc elle va se dire « Ah, je peux utiliser ces roues pour faire avancer le véhicule », mais après, il faut trouver comment actionner les roues, donc elle va chercher autre chose. Et donc en fait, c'est en cherchant des indices, en manipulant les cubes et en cherchant des indices via les caractéristiques physiques du matériel, qu'elle va pouvoir trouver les opérateurs, donc les actions qui lui permettent d'agir sur ces cubes et de passer d'une configuration à une autre. Et donc ça, en fait, ça demande une certaine créativité. C'est donc là qu'on va étudier la résolution créative de problèmes. Donc on va étudier en fait les comportements et les stratégies qui permettent à un apprenant de résoudre le problème en utilisant une certaine créativité et donc en explorant les cubes et ce qu'on peut faire avec pour résoudre le problème. Et donc là, vous regardez ce que les apprenants font avec leurs cubes, vous essayez d'analyser ça avec des outils logiciels, j'imagine. Et le but, c'est quoi ? Le but, c'est de mieux comprendre cette créativité, comment l'apprenant, comment un humain arrive à apprendre à créer, peut-être d'apprendre, de développer des techniques pour
pour aider les apprenants à être créatifs. Oui, c'est ça. Donc en fait, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut résoudre un problème de façon créative. Et donc pour comprendre ça, donc déjà, il faut essayer de représenter ces mécanismes sous une certaine forme pour pouvoir ensuite les expliquer aux apprenants. Donc effectivement, ça va participer à l'enseignement de compétences comme des compétences de créativité et de résolution de problèmes. Donc là, c'est le but ici, c'est de vraiment comprendre quelle est cette compétence et quelles stratégies peuvent être mobilisées dans ce cadre-là. Et alors là, moi, il y a quelque chose qui soulève complètement mon attention, c'est que là-dedans, il y a du raisonnement. Donc, il y a quelque chose comme un peu des inférences. Hein. L'apprenant doit apprendre à inférer de nouvelles connaissances. Et il y a en même temps du neuronal. Donc, c'est un peu le mélange entre les approches classiques neuronales et les approches classiques symboliques. C'est ça dont on parle? Alors, si on veut le représenter sous forme informatique, effectivement, on va sans doute devoir mélanger un petit peu ces deux approches-là, puisque comme tu le dis, il y a un aspect raisonnement où on va essayer d'utiliser des règles, donc des règles logiques, et de manipuler des concepts, donc des symboles. En fait, des concepts, ce sont des symboles, des unités de sens. Ici, par exemple, on va essayer de comprendre la consigne, donc le fait de construire un véhicule, on va peut-être se poser la question de ce que c'est qu'un véhicule. Est-ce que je vais chercher à construire une voiture? Est-ce que je vais chercher à construire un avion? Et de faire le lien entre ça et le matériel qu'on a à sa disposition. Donc, par exemple, si on trouve pas d'aile, on se dit qu'on va peut-être plutôt construire une voiture puisqu'on a trouvé des roues. Donc, en fait, on essaye de donner du sens à ces concepts et donc de manipuler les relations entre ces concepts et d'utiliser des règles logiques pour faire du raisonnement. Donc, il y a ça d'une part, mais d'autre part, il faut aussi donc faire de l'apprentissage dessus. En informatique, l'apprentissage, donc on utilise des méthodes statistiques pour le faire, et en particulier, on peut utiliser des réseaux de neurones, qui sont eux-mêmes des modèles basés sur des modèles statistiques. Et là, on va devoir utiliser un petit peu les deux pour avoir à la fois l'aspect je manipule des concepts, je fais du raisonnement, et à la fois l'aspect j'essaye d'apprendre de ce que j'ai fait auparavant et peut-être des erreurs que je vais constater dans mon processus de résolution. Par exemple, on a plusieurs apprenants qui essayent de faire une tour et au moment d'activer le véhicule, la tour s'effondre. Donc on se dit mince, ça marche pas, je dois partir sur autre chose. Donc on va avoir un peu ces deux aspects à mobiliser. Et effectivement, pour le représenter de façon informatique, on va donc devoir allier des approches qui sont des approches symboliques et des approches qui sont des approches plutôt neuronales. Quand on observe les gens en train de faire du jouer avec des créacubes, ça a l'air très compliqué vu de l'extérieur. On ne sait pas très bien ce qu'ils font. Donc je comprends difficilement comment vous arrivez à en tirer quelque chose. Comment vous êtes arrivé à tirer des enseignements de ces observations? Donc la question c'est comment est-ce qu'on observe finalement les gens sous quelle grille de lecture peut-être? Oui, comment vous les observez? Quelle grille de lecture vous avez? Donc justement, ici, la grille de lecture, elle est informatique, mais on s'appuyait déjà sur des considérations qui avaient été faites en sciences de l'éducation. En particulier, il y a une distinction importante qui est faite en sciences de l'éducation entre les buts de performance et les buts de maîtrise. Donc alors c'est un spectre de motivation, en fait, pour les apprenants. Donc les apprenants sont motivés par différentes choses. Il y en a certains qui sont plutôt motivés par la performance. Donc ici, dans ce cadre-là, c'est plutôt, par exemple, trouver le plus rapidement possible la solution. Et d'autres qui sont plutôt motivés par la maîtrise. Ici, ce serait comprendre le plus de choses possible par rapport au cube. Et donc, ils vont tout explorer. Donc, en étant déjà guidés par cette distinction, on peut essayer d'observer des comportements différents dans les apprenants. Et en particulier, alors ce que j'ai pas dit, c'est qu'en fait, sur cette tâche, on présentait la tâche une première fois et ensuite on disait il va y avoir une deuxième tâche et on donnait exactement la même consigne. Et donc là, ce qui peut être intéressant, c'est de voir quels sont les gens qui vont réutiliser exactement la même solution qu'à la tâche précédente et ceux qui vont plutôt essayer de chercher une autre configuration qui fonctionne. Donc ça permet déjà de distinguer un peu entre les buts de performance, les buts de maîtrise. Et ensuite, si on regarde un petit peu plus finement ce qui se passe dans une tâche en elle-même, on va observer par exemple des comportements de
persistance. Donc ça, c'est ceux qui vont rester un peu bloqués sur une solution qu'ils ont envisagée. Par exemple, quand ils vont essayer d'activer les roues, ils vont se dire, tiens, j'ai déjà joué avec des petites voitures que je devais tirer pour réussir à les faire avancer. Et donc, ils vont essayer ça avec le cube, mais en fait, ça marche pas. Le cube, il doit être actionné par un interrupteur qui se trouve sur un autre cube, mais c'est pas forcément quelque chose qu'ils vont penser à aller regarder parce qu'ils sont vraiment bloqués sur cette idée-là de faire avancer le cube en tirant dessus. Et donc c'est ce genre de choses qu'on va pouvoir observer. Et alors, comment est-ce qu'on a formalisé ça ? C'était un peu le but de la première partie de ma thèse, qui consistait en fait à nommer les événements d'intérêt qui se trouvaient sur les vidéos. Et donc, en fait, il y a toute une nomenclature qui a été faite déjà sur les différentes configurations des cubes qui étaient testés. Donc, on a donné des noms à toutes les configurations possibles de 4 cubes. Donc, ils ont des noms comme F001, voilà, et avec ensuite une suite de lettres qui correspond aux couleurs des cubes pour dire dans quel ordre ils sont à l'intérieur de la structure. Donc, on a nommé ces configurations-là. Il y avait aussi certaines actions qui étaient nommées, par exemple le fait de tester quelque chose, le fait de réécouter la consigne, voilà. Et quand les affordances étaient découvertes, donc les affordances, c'est les potentialités d'action dont on parlait tout à l'heure. Par exemple, je vois un interrupteur, je me dis que je peux l'actionner. Quand elles étaient découvertes, c'était aussi quelque chose qu'on a noté sur les vidéos. Donc ça, c'est pas moi qui l'ai fait, la notation. La notation a été faite par des humains. Oui, par des humains. Donc, par ce laboratoire de sciences de l'éducation. Donc j'ai participé plutôt à l'élaboration un peu de la nomenclature. Et en fait, j'ai utilisé cette nomenclature pour faire cette espèce de représentation symbolique de la tâche après. Donc en disant, c'est quoi les différentes relations entre ces événements. J'ai compris aussi que dans ta thèse, tu t'intéresses aussi à mieux comprendre les mécanismes du cerveau. Et donc, il y a aussi cet aspect-là dans ton travail. L'objectif de mon travail, c'est plutôt le deuxième axe que tu as cité, c'est plutôt de mieux comprendre les mécanismes cognitifs. Donc, on ne va pas forcément chercher à faire des modèles qui résolvent les problèmes parfaitement, mais plutôt qui les résolvent un peu de la même manière que les humains, donc en faisant des erreurs, en explorant, peut-être en étant un peu bloqué parfois, pour comprendre en fait où sont ces points de blocage et pouvoir les lever lors de l'enseignement. En IA, on va plutôt chercher à résoudre des problèmes, à construire des modèles qui résoudent des problèmes de la façon la plus efficace possible. Donc moi, c'est pas forcément mon objet d'étude, mais effectivement, si on commence à développer des approches neurosymboliques pour résoudre des problèmes, ça, c'est quelque chose qui peut avoir un intérêt en IA. Et en particulier, le problème qu'on a aujourd'hui en IA, avec les approches purement basées sur des réseaux de neurones, c'est que on comprend pas trop ce qui se passe dans les réseaux de neurones. C'est pas très explicable. Il y a un effet un peu boîte noire. Et donc, le fait de rajouter des modèles symboliques à l'intérieur, donc d'allier ces approches symboliques et ces méthodes, ces modèles de neurones, ça permet d'avoir des réseaux qui sont un petit peu plus explicables et on peut remonter aux règles qui ont été utilisées lors du raisonnement et donc avoir quelque chose de beaucoup plus maîtrisable. Est-ce que les résultats de ta thèse, les trucs que vous avez appris, notamment en étudiant ces mécanismes, est-ce que ça va impacter des techniques d'enseignement ou des techniques d'éducation ou c'est encore trop loin ? Alors, ce sera en direct, c'est encore un petit peu loin, mais oui, l'objectif, c'est quand même de mieux comprendre les processus qui sont derrière la résolution créative de problèmes pour pouvoir ensuite élaborer des activités. Alors, il y a CréaCube, mais il pourrait y avoir d'autres activités qui permettent de développer cette compétence et d'enseigner cette compétence. Et d'autre part, la méthode qu'on propose pour analyser ce type d'activité, on espère que c'est transférable à d'autres activités. Donc ça, c'est encore quelque chose qui nécessite d'être testé. Mais oui, j'espère que ça pourra s'appliquer. Et donc d'accompagner les apprenants dans le développement de leur créativité, c'est ça ? Voilà, exactement. Donc ici, on ne voit pas forcément la créativité comme un trait individuel et immuable.
mais une compétence qui peut être développée, même si évidemment, comme toutes les compétences, on a des inégalités de fait, on a un facteur génétique, mais aussi des facteurs sociaux, environnementaux, et on pense que l'enseignement a quand même sa place dans le développement de cette créativité. Super. Alors maintenant, on va passer aussi à des sujets de recherche que tu envisages de faire, que tu fais pas encore, mais sur lesquels tu te poses des questions, des envies. Est-ce que tu pourrais nous dire, parce que tu m'as parlé d'un projet qui a l'air super sexy, est-ce que tu pourrais me raconter un peu ce que vous voulez faire? Peut-être. Oui. Je mets des guillemets parce que toi-même, tu m'as dit on l'a pas encore lancé, on réfléchit à faire ça. Ouais. Donc peut-être juste pour replacer dans un contexte un petit peu plus général, en fait ici on a parlé de créativité, de résolution de problèmes, mais en fait tout ça, ce sont des compétences qui sont liées à ce qu'on appelle la métacognition. Donc la métacognition, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de pouvoir à la fois observer ses propres processus cognitifs et pouvoir les réguler. Donc par exemple de se dire, d'identifier ce qu'on est en train de faire ou quelle méthode on est en train d'appliquer, et d'être capable de revenir dessus ou de changer de méthode si on se rend compte que ça marche pas, que c'est pas adapté au contexte. Et en fait, ça, c'est une compétence qui est très vaste et qui est très importante dans l'apprentissage. Donc, dans l'apprentissage, on doit faire usage de métacognition pour rester actif. Et donc, si on donne un exemple, par exemple, dans le cadre de la production écrite, on doit rédiger une dissertation. On se dit qu'on doit construire un plan, on doit avoir une introduction, une conclusion, construire une argumentation qui va suivre un certain déroulé. Et donc ça, en fait, ça demande une certaine stratégie. Et donc d'abord peut-être de générer des idées et ensuite de se reconcentrer sur ce qu'on voulait dire et sur ce qui est pertinent. Ça, c'est complètement de la créativité. Le processus créatif, c'est le fait de générer des idées, c'est ce qu'on appelle la pensée divergente, et ensuite se refocaliser sur ce qui est pertinent, ce qu'on appelle la pensée convergente. Donc en fait, là, on est complètement dans une démarche créative et on est aussi dans de la métacognition. En fait, la créativité, c'est une compétence métacognitive, puisqu'on doit apprendre à se dire, là, je dois d'abord générer des idées, et ensuite, au bout d'un moment, quand je pense que j'ai généré suffisamment d'idées, me refocaliser sur ce qui est important. Ensuite, peut-être que je vais devoir régénérer des idées, parce que je suis allé au bout de cet argument, et je dois passer à l'argument d'après. Donc pour apprendre à faire ça, ça demande quand même un certain contrôle cognitif, et une certaine connaissance de ces stratégies. Donc il y a à la fois un aspect théorique, apprendre ces stratégies, et à la fois un aspect procédural, comment est-ce que j'applique ça dans ma rédaction. Et donc en fait là, ce qu'on observe aujourd'hui, notamment avec l'essor des IA génératives, donc les modèles de langue en particulier, les LLM, c'est qu'on a des élèves qui vont faire rédiger directement leur dissertation par une IA générative, par ChatGPT. Et donc le but... Et ils n'ont rien appris. Et ils n'ont rien appris en faisant ça. Alors, pourquoi pas utiliser l'IA générative, mais pas comme ça. Donc nous, ce qu'on voudrait voir, c'est voir s'il est possible d'utiliser un outil, alors qui a déjà été développé, hein, mais étudier l'impact de cet outil qui contient un assistant d'aide à la production écrite pour en fait apprendre aux élèves des stratégies de relecture, de réécriture, et leur donner des retours assez réguliers sur leur production pour qu'ils puissent eux-mêmes comprendre comment appliquer ces stratégies de relecture et de réécriture à leur propre production écrite, et donc s'améliorer dans ce contexte de production écrite. Donc il faut que l'apprenant là soit complètement conscient qu'il est en train d'apprendre et que le but de l'exercice, c'est d'apprendre et c'est pas juste de rendre sa copie à la fin, quoi, c'est ça ? Voilà, donc ça c'est vrai dans ce contexte, mais c'est vrai dans tous les contextes d'apprentissage en fait. Dans n'importe quel contexte d'apprentissage, c'est important d'avoir une motivation, donc de comprendre pourquoi est-ce qu'on apprend telle ou telle chose, et de pouvoir avoir en vue la compétence à acquérir. C'est le but de l'alignement pédagogique en fait, c'est d'aligner l'enseignement qui est fait avec la compétence à acquérir, et l'évaluation qui est faite à la fin, qui doit aussi s'aligner avec... qui doit permettre de vérifier que la compétence a effectivement été acquise. Donc voilà, un vaste sujet, mais en tout cas valable dans tous les contextes d'apprentissage. C'est un sujet qui est hyper important aujourd'hui, parce que tout le monde s'inquiète, en tout cas les enseignants et le grand public aussi, sur
la capacité qu'auront les apprenants à continuer à apprendre quand ils peuvent déléguer toutes les tâches à une IA générative. Ouais. Alors, on va prendre quelque chose un peu plus léger. Pour continuer, tu participes à un hackathon qui mêle tous les sujets de recherche que tu as nommés, c'est-à-dire déjà quelque chose qui balaye super large, mais qui introduit aussi même de l'art. Tu peux nous parler un tout petit peu de ça ? Oui, donc c'est mon collègue Xavier Hinault qui a lancé ce hackathon il y a déjà quelques années, il y a 2-3 ans. Et donc on a eu la 4e édition en octobre. On va rassembler des personnalités qui sont issues de différents domaines, littéraires, artistiques, scientifiques, même si j'aime pas trop cette distinction. Et donc en fait ces personnes vont travailler en équipe sur des projets qui auront été présentés en amont par des personnes qui seront également là pendant le week-end et qui vont constituer leur équipe. Et donc en fait à l'issue du week-end, ils vont proposer des prototypes correspondant à ces projets. Donc on peut avoir des projets plutôt artistiques, on a aussi des projets plutôt en lien avec par exemple les sciences humaines et sociales, les sciences cognitives, donc des projets qui sont plutôt en lien avec le cerveau. On a une grande variété de projets. On avait même un projet là cette année qui essayait de montrer que il était très facile de hacker un LLM, donc ça peut être aussi des questions vraiment très techniques, très informatiques, mais avec tout de même une dimension sociale. Il y avait un projet qui mêlait IA avec motion capture, donc pour réaliser une improvisation dansée en temps réel. C'était assez intéressant également. Donc voilà, plein de projets en lien avec les arts, les sciences cognitives, l'IA, la robotique aussi, même s'il y a eu un peu moins de projets robotiques cette année. Super. On mettra peut-être un lien sur le site web pour les gens que ça intéresse. Voilà, on va peut-être sur une dernière question. Une question qu'on n'a jamais discutée ici, c'est quoi une thèse ? Alors, je ne sais pas si toi, tu as tes définitions de c'est quoi une thèse et à quoi ça sert. Faire une thèse, donc oui, c'est une occasion de s'interroger et de chercher sur un sujet qui nous intéresse. Il vaut mieux que ça nous intéresse parce qu'on va y passer du temps, on va y passer 3 ans, voire plus. Et c'est l'occasion de découvrir aussi beaucoup de choses parce que quand on part sur un sujet, on s'en rend pas forcément compte tout de suite, mais en fait, ça va peut-être soulever d'autres questions. Donc, c'est une démarche intellectuelle qui est vraiment intéressante et agréable. En tout cas, j'ai passé des très bonnes années de thèse. Je regrette pas du tout. C'est un bon souvenir. Ah oui, c'est un très bon souvenir pour moi. En fait, comme on a vraiment ce temps qui est dédié uniquement à la curiosité intellectuelle, c'est un grand espace de liberté. Voilà. Et il n'y a pas une difficulté particulière pour toi parce que dans ta thèse, tu as dû avoir affaire à des gens en sciences de l'éducation, des informaticiens bien sûr, mais aussi peut-être à des neuroscientistes, je ne sais pas comment on dit. Des neuroscientifiques. Oui, justement, c'était une chance, c'était une belle opportunité. Parce que j'aime beaucoup mêler les disciplines et trouver des liens entre elles. Donc c'était vraiment un super sujet. J'ai eu beaucoup de chance. C'est l'heure de conclure. Merci Chloé pour ce partage de tes connaissances, de tes expertises, de tes passions. Ça a été super sympa de vivre ça avec toi. On pose souvent la question de savoir si les IA rendent les élèves plus bêtes. J'en sais rien, c'est possible. Mais ton travail montre des pistes pour contribuer à les rendre plus intelligents, en tout cas plus créatifs au minimum. Et ça, c'est quand même quelque chose de super positif. Trop merci Chloé. Merci Serge, merci Cause Commune. Et merci à vous, chers auditeurs. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à utiliser votre énorme pouvoir, liker et partager. Cela stimule l'algorithme pour nous proposer à d'autres et surtout, laissez-nous vos commentaires ou impressions sur Apple Podcasts, Spotify ou LinkedIn, car cela nous fait extrêmement plaisir d'avoir vos retours. Restez sur 93.1 FM sur Cause Commune. À bientôt.